Merci à toutes et tous pour vous être connectés sur ce temps de midi pour notre premier webinaire animé par Viens voir mon taf. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est l'éducation prioritaire dans le cadre de l'éducation nationale. Et pour ça, on reçoit Aude Kerivel qui se présentera juste après et qui a très gentiment accepté de venir répondre à nos questions pour vous en dire un petit peu plus. Pour vous présenter rapidement Viens voir mon taf, on est une association qui lutte contre le déterminisme social par l'accès au stage de troisième. Donc, on accompagne des élèves qui sont scolarisés en éducation prioritaire dans leur recherche de stage et on les met en lien avec des professionnels qui acceptent de les accueillir sur leur semaine de stage de troisième. On accompagne ces professionnels pour garantir des stages de qualité. Et on accompagne les élèves de la fin de la quatrième jusqu'à après leur stage pour qu'il y ait vraiment une continuité entre leur stage, leur orientation, leur projet professionnel éventuellement pour certains. Et donc, moi, c'est Juliette. Je suis donc, je l'ai déjà dit, la responsable de l'antenne Isère de Viens voir mon taf. Et je vais laisser juste Nina et Aude se présenter également. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Nina Geniez, je suis responsable du pôle entreprise en Île-de-France et donc en charge d'accompagner les professionnels qui accueillent les stagiaires de troisième. Et aujourd'hui, je serai votre modératrice. Donc si vous avez des questions à poser dans le chat, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je passe la parole à Aude. Bonjour, je m'appelle Aude Kerivel, je suis sociologue. Je fais essentiellement de l'évaluation des politiques publiques et des recherches, ainsi que des recherches-actions. Et l'un de mes sujets, c'est la question des inégalités scolaires. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les stages de troisième. Et je travaille là depuis quelques temps avec Viens voir mon taf sur leurs mesures d'impact. Voilà. Super. Merci beaucoup, Aude, d'avoir pu faire ce moment avec nous. Donc, très rapidement, on va passer aux questions auprès de Aude. Et évidemment, on gardera un petit temps à la fin pour vous permettre de réagir et poser vos questions à votre tour. On se gardera les 10 minutes de la fin. Donc, pour commencer, allons dans le vif du sujet tout de suite. Aude, est-ce que du coup, tu peux nous rappeler un petit peu qu'est-ce que l'éducation prioritaire, tout simplement? Pourquoi il y a eu la nécessité de la mettre en place? Et puis, comment on peut articuler cette politique d'éducation prioritaire avec la notion d'égalité des chances? Alors, pour revenir un petit peu à l'origine de manière rapide, en fait, l'éducation prioritaire, ça date des années 80. En fait, le déclencheur, c'est qu'il y a eu des rodéos dans des quartiers autour de Lyon, qu'on a appelé les rodéos des 3V. Et ça correspond à peu près au moment de la crise du chômage dans les années 80 et de la fin de l'industrialisation. Et donc, on a tout un tas de quartiers anciennement industriels, soit de villes-usines, soit de quartiers en périphérie, qui sont très particulièrement touchés par le chômage. Et donc, on a des premières émeutes urbaines qui sont observées, qui sont nommées comme telles. C'est au moment aussi où la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des premiers rapports qui vont être fondateurs, qui vont être demandés suite à ces émeutes urbaines, cet embrasement des banlieues. Et ces trois rapports, qui sont les rapports Schwartz, Du Debout et Bonne Maison, vont être à l'origine de ce qu'on appelle les politiques de la ville et également ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Donc, on va prendre modèle sur le modèle anglo-saxon et américain d'affirmative action, avec l'idée de donner plus à ceux qui ont moins, donc de prendre des mesures inégalitaires pour réduire les inégalités. Et c'est là qu'on voit l'objectif, c'est de réduire les inégalités. On est aussi dans un contexte où, voilà, il y a eu le collège unique dans les années 60, en 1975, avec la loi Haby, donc le même enseignement pour tous. On commence à parler d'échec scolaire et on commence à parler de reproduction sociale avec les travaux de Pierre Bourdieu qui interviennent dans les années 70-80 également. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui conduisent à prendre modèle sur les États-Unis avec cette idée de cibler des territoires qui vont donc être des zones d'éducation prioritaire. Ça va s'appeler les ZEP.
on cible les territoires en fonction. Alors, les critères vont évoluer au fur et à mesure, mais globalement, on est sur le taux de pauvreté, le taux de famille étrangère, le taux de famille monoparentale, le taux d'échec au brevet, de redoublement. Progressivement, ça va changer aussi parce qu'on redouble de moins en moins. Enfin, il y a des critères qui vont changer, mais globalement, on essaie de repérer des territoires qui sont qui ont ces marqueurs-là, et donc on va là l'éducation prioritaire, c'est cibler et prendre des mesures spécifiques dans ces territoires. Après, ça va s'appeler, aujourd'hui, c'est les REP+, mais entre-temps, ça s'est appelé les RAR sous Sarkozy, les réseaux Ambition Réussite, ça s'est appelé les réseaux Éclair, et là, maintenant, on est sur les REP, réseau d'éducation prioritaire, et REP+, réseau d'éducation prioritaire plus, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup pour cet historique. Et du coup, pour aller un petit peu, parce que là, on a beaucoup parlé donc de politique, de territoire, pour aller un petit peu dans concrètement, à quoi ça ressemble, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des collégiens? Puisque nous, c'est le public sur lequel on agit. Donc, pour précision, l'éducation prioritaire, ça concerne l'enseignement depuis la petite enfance jusqu'à la fin du collège. Mais nous, on a une action auprès des collégiens. Donc, pour faire un petit focus sur ce public-là, est-ce que tu peux nous parler un peu des problématiques spécifiques que les collégiens rencontrent quand ils sont scolarisés en éducation prioritaire? Alors, donc, comme on l'a dit, ce sont donc les territoires où on a un cumul de handicap, au sens où on a un taux de famille dont les parents n'ont pas fait d'études ou dont les parents ne sont pas diplômés, dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures, n'ont pas le bac ou ont un emploi dans les milieux populaires, enfin ont un emploi CSP populaire ou un emploi précaire, sont en situation de pauvreté. Donc on a une part importante de cette population dans ces territoires-là. Sachant que on voit que le fait que la culture de la famille soit distante de la culture scolaire, et donc ça se traduit dès le plus jeune âge. On voit, il y a pas mal de travaux qui sont faits par Bernard Lahire, notamment sur est-ce qu'il y a des livres à la maison, ou est-ce qu'il n'y a pas de livres, est-ce que les parents ont du temps qu'ils peuvent dédier à leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent se décharger d'un certain nombre de temps, est-ce qu'il y a des moyens économiques pour acheter des biens intellectuels, est-ce qu'il y a des... Bon, on va avoir très rapidement, vont être visibles les inégalités de conditions de vie des enfants qui vont se traduire à l'école. Mais il est vrai qu'il y a des sortes de paliers, l'accès à la lecture, à l'écriture et l'accès aux mathématiques progressivement, les compétences de base. Et puis au collège, on va dire que c'est là où on a le plus d'inégalités. C'est là où il y a le moins de mixité sociale aussi, parce qu'il y a un recours plus important au privé à partir du collège. On va dire que dans un certain nombre de cas, les familles de milieux plus aisés qui apportent un peu de mixité dans des territoires urbains vont souvent retirer l'enfant au cours de l'école élémentaire, voire au collège. Donc on a une moins grande mixité au niveau du collège, donc plus de cumul de difficultés sociales, économiques et de distances qui peuvent être entre la culture familiale et la culture scolaire. Et puis va se poser la question à partir du collège, les questions d'orientation, parce que va se poser la question de l'apprentissage, des filières professionnelles, et puis les premiers stages qui sont aussi, à cette période-là, sont aussi un peu des paliers où on est confronté à ces défauts de ressources auxquels sont confrontés les enfants de milieux populaires. Et puis le fait d'être dépourvu d'un ordinateur, d'être dépourvu de matériel aussi pour pouvoir travailler, c'est un peu plus prégnant au moment du collège qu'au moment de l'école élémentaire, où même s'il y a des devoirs à l'école élémentaire, il va moins y avoir cette
cette mobilisation d'outils dont les jeunes vont avoir besoin et qui renforce aussi l'inégalité entre ceux qui ont un accès et ceux qui n'ont pas accès. Parce que c'est avoir un ordi à la maison, mais aussi avoir Word, Excel, PowerPoint sur cet ordi. Et ça, c'est absolument pas le fait de tous les enfants de milieux populaires. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a un aperçu peut-être un petit peu plus clair, après vous poserez vos questions à la fin si vous avez encore des questionnements sur ces aspects-là, un aperçu un petit peu plus clair de qui sont les élèves et comment les politiques d'éducation prioritaire sont dessinées géographiquement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant sur les moyens qui sont alloués du coup au niveau des établissements qui sont en éducation prioritaire et les effets escomptés de ces moyens? Donc qu'est-ce qu'on attend de ces politiques? Alors, il va y avoir des moyens financiers qui vont être alloués. Alors après, ça peut être en termes de budget, parce que qui dit, à partir du moment où un collège est en REP ou en REP+, il va y avoir un projet d'établissement spécifique au vu des besoins, des potentiels du territoire. Donc, il va y avoir un budget alloué pour la mise en œuvre de ce projet. Il peut y avoir des professionnels supplémentaires, des membres de la communauté éducative supplémentaire. Après, il va y avoir des mesures qui vont être prises spécifiquement. Je pense par exemple au dédoublement des classes de CP. Donc, on va avoir des plus petites classes en REP, REP+, là c'est pour l'école élémentaire. Vous avez les dispositifs devoirs faits qui ciblent aussi les réseaux d'éducation prioritaire. Donc il va y avoir des moyens supplémentaires. Récemment, j'ai évalué les cités éducatives, qui est une politique portée par l'ANCT, mais à destination des réseaux d'éducation prioritaire. Et donc, c'est l'idée de mobiliser la collectivité, de mobiliser le réseau associatif. Donc, il va y avoir des très gros budgets pour les cités éducatives pour que les villes puissent coordonner le réseau associatif local, le plan éducation au niveau de la collectivité et les établissements. Et pour justement permettre des liens avec les entreprises et potentiellement que les entreprises puissent intervenir dans les établissements ou accueillir les élèves en stage, qu'il puisse y avoir un soutien au niveau des devoirs avec des dispositifs devoirs faits, qu'il puisse y avoir par exemple la possibilité qu'il y ait des petits déjeuners qui soient pris en charge pour les enfants qui ne mangent pas et qui ne vont pas être du coup performants pendant l'école. Donc ça va être... On a des moyens supplémentaires. Alors après, en termes d'évaluation, il y a eu un rapport très récent de la Cour des comptes qui mettait en avant le fait que l'éducation prioritaire n'avait pas les effets escomptés. Alors après, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, les critiques qui ont pu... Enfin, ce rapport disait « ça n'a pas les effets escomptés ». En même temps, on ne peut pas savoir si ça aurait été pire sans l'éducation prioritaire. C'est-à-dire, on dit que les inégalités ne sont pas réduites, mais le rapport dit aussi, on ne sait pas si ça se trouve, la situation s'est empirée, et il y a de fortes chances qu'elle puisse s'être empirée sur les questions de pauvreté, par exemple. Et donc, finalement, ça aurait pu être pire, donc peut-être que l'éducation prioritaire a évité le pire. C'est très compliqué en France. Moi, j'ai rendu récemment un rapport sur toutes les évaluations qui avaient été faites sur les mesures de lutte contre les inégalités. On a des gouvernements qui changent beaucoup. Donc, un même élève, il va avoir eu 10 ministres de l'éducation. Donc, c'est très difficile de suivre une trajectoire et de réellement isoler les variables pour évaluer une politique et donc, a fortiori, l'éducation prioritaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a de telles différences selon les territoires que c'est aussi très compliqué de dire globalement l'éducation prioritaire a permis ça ou n'a pas permis ça. Aujourd'hui, on a des établissements qui sont de moins en moins mixtes socialement, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, il y a plein de choses qui font que c'est très difficile d'évaluer
de manière générale, l'éducation prioritaire. Et puis parce que, je dirais, c'est pas que l'éducation prioritaire, hein. Il y a plein de mesures qui ont été mises en place, qui ont été évaluées à court terme, voire qui n'ont pas du tout évalué, où il y a juste eu un contrôle de ce qui a été mis en place. C'est un vrai défaut, mais apparemment le Premier ministre a dit que ça allait être un gros sujet, l'évaluation. Donc c'est un vrai sujet sur les politiques d'éducation prioritaire. Après, il y a quand même des évaluations. Par exemple, le dédoublement des classes de CP, ça a été évalué. Et en effet, il y a des effets extrêmement positifs sur l'accès à la lecture et à l'écriture des élèves. Donc, certaines réformes sont quand même évaluées. Mais de manière générale, sur l'éducation prioritaire, il y a encore beaucoup à faire, sachant qu'en plus, ces collèges sont de moins en moins mixtes socialement. Et donc, il y a aussi ce cumul des difficultés qui pèsent encore plus sur les inégalités et sur les difficultés qui sont rencontrées. Dans un contexte de crise de l'enseignement, je vous le rappelle. Ok, super. Tu as anticipé un petit peu sur la question suivante qui était quels sont les effets concrets, donc c'est super. Et ça, au risque d'être un petit peu répétitif, mais est-ce que tu arrives à pointer du coup les angles morts par rapport aux objectifs de base de l'éducation prioritaire, de réduction des inégalités? Tu as parlé aussi tout à l'heure de discrimination positive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des angles morts qu'on arrive quand même à analyser qui seraient des pistes de travail pour les politiques publiques? Bon, il faudrait qu'il y ait une réelle politique sur la mixité sociale qui implique le privé. Bon, une fois que j'ai dit ça, voilà, mais c'est quand même important de le dire. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les inégalités. Donc, globalement, quand on a dit qu'en effet, il y a une reproduction sociale qui est toujours très prégnante et vous avez 3% d'enfants de milieux populaires qui sont dans les grandes écoles et donc la majorité des polytechniciens sont des enfants de polytechniciens. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est l'effet des inégalités. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder des études plus précises sur les paliers, à quel moment se jouent ces questions d'inégalité. Et donc, en effet, il y a avant la scolarité et le fait d'avoir accès au langage, accès au vocabulaire avant d'entrer à l'école maternelle. Donc ça a été ciblé. Le moment de l'accès aux compétences de base, et puis les moments d'orientation et les moments des premiers stages et des premières expériences avec le monde du travail. C'est un peu des paliers sur lesquels il est possible, à partir du moment où on regarde les inégalités par palier, ça permet aussi de penser des actions en se disant, voilà, il y a ce moment de l'orientation où il y a Parcoursup, personne n'y comprend rien, il y a une pénalité par rapport à l'accès aux nouvelles technologies aussi, par rapport à l'accès à l'information, il y a les forums de l'éducation qui existent, mais dans les forums de l'éducation, c'est 80% d'écoles privées et c'est tout. Et le reste, c'est 20% d'écoles publiques, du supérieur. Et ça, les familles ne le savent pas. Donc, il y a de regarder par palier d'inégalité. Donc, l'inégalité entre les familles qui sont au courant que quand ils vont à un forum de l'éducation, ce n'est pas représentatif de l'éducation nationale, mais ce sont des écoles privées qui proposent parfois des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Ce sont des éléments qu'il est intéressant d'avoir en tête si on veut avoir des politiques qui visent cet accès à l'égalité des chances à ces moments précis ou dans ces domaines précis qu'il est intéressant de regarder. On sait que ça décroche en maths à partir d'une certaine classe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper, mais en tout cas de regarder à partir de quel moment ça décroche et comment on peut cibler ces moments en particulier. Super. Dernière petite question, après on passera du coup au temps de questions-réponses, parce que je vois qu'il y a déjà eu une question très pertinente dans le chat, donc ça promet d'avoir des discussions intéressantes. Tu
tu as un petit peu commencé à y répondre. C'était sur le lien du coup entre ces inégalités, ces politiques qui sont mises en place pour essayer de les rétablir et l'orientation et l'insertion professionnelle. Donc là, tu as notamment parlé des forums des métiers, ce type d'événements qui sont en fait des stratégies déjà des parents pour leurs enfants dans des objectifs d'insertion professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lien avec cette insertion professionnelle et cette orientation? Le lien, pardon, repose la question, pardon. Pardon. En gros, les conséquences sur les enjeux d'orientation et d'insertion professionnelle, à la fois des inégalités existantes et à la fois du coup des politiques d'éducation prioritaires qui essayent d'y pallier. Ça paraît plus clair? Ok. En fait, historiquement, l'objectif de l'école, c'était pas d'insérer, c'était d'instruire. Et donc, progressivement, on a demandé à l'école d'insérer, sauf qu'il n'y avait pas forcément les moyens en interne de l'insertion professionnelle, les connaissances sur les questions d'insertion professionnelle. Donc, progressivement, et notamment en REP, on s'est posé la question des liens avec le monde de l'entreprise, mais pendant longtemps, et on va prendre l'exemple du stage de troisième et du stage de seconde, finalement, la question des premiers stages et la question de l'orientation, elle était un peu indirectement déléguée aux familles. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple, l'exemple du stage de seconde qui a été instauré assez rapidement, c'est qu'en fait, c'était une évidence à partir du moment où on allait proposer qu'il y ait un stage en seconde, bah oui, tout le monde allait trouver des stages de seconde sans se poser la question de quel dispositif allait pouvoir accompagner ces stages, quels allaient être les professionnels en interne qui pourraient le faire. Enfin, et en fait, cette question, elle a été indirectement déléguée aux familles, beaucoup. Puis, progressivement, on a mis le CPE sur le coup, ou le professeur de techno sur le coup, et qui était... Alors après, ça dépendait des personnes, mais on va dire que ça a pas... à l'origine, l'école n'a pas été pensée pour ça. Et donc, c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a des lacunes au sein de l'école pour cet accompagnement-là. Alors, il y a des délégations qui sont faites à des associations qui interviennent depuis longtemps dans les écoles, ou des partenariats qui sont faits pour justement pallier à ce défaut d'accompagnement, cette impossibilité d'accompagner par les familles. Il y a des forums des métiers, même dans certaines écoles assez mixtes socialement, ou des écoles avec une forte dominance de familles de catégories socio-professionnelles supérieures. Vous allez avoir en interne un forum des métiers qui va être organisé où tous les parents viennent présenter leur métier. Ça se passe un samedi en général, et donc c'est pour accompagner les élèves à l'orientation, pour ce qu'ils vont faire plus tard. Ça se passe souvent en 4e ou en 3e. Dans les établissements avec une forte prédominance de parents au chômage ou en situation précaire, ou dans des emplois dévalorisés par l'école, ces forums n'existent pas. Donc, il y en a qui vont essayer d'aller dans celui de la ville, ou il va y avoir des associations qui vont essayer d'organiser des choses en mutualisant plusieurs collèges, mais on va être sur des réponses un peu au cas par cas qui vont essayer de prendre les ressources existantes pour pallier aux défauts de ressources familiales dans les établissements sur ces questions d'accès à l'orientation, qui est souvent en lien avec le premier stage. On commence à parler de l'orientation, en même temps on commence à parler des premiers stages pour les enfants auquel il est pensé qu'il y aura une orientation. Le premier stage, il vise à essayer de voir si cette orientation est la bonne, tester l'orientation qui vient quand même très tôt, hein. Ce sont des enfants qui viennent très tôt, donc on va tester au travers d'un premier stage une potentielle future orientation. Mais pour l'instant, c'est des choses qui sont un peu au cas par cas. Quand j'ai enquêté sur les stages de troisième, c'est vraiment chaque école avait son organisation avec ses ressources, et il n'y avait pas forcément de choses qui étaient prévues, homogénéisées du point de vue de l'éducation nationale.
Et c'est pas forcément un mal pour un bien, ça peut être, enfin c'est pas forcément mal, hein, ça peut être bien aussi que ça émerge du terrain, mais en termes de besoins et de fléchage, en tout cas, ça reste très diversifié d'un établissement à l'autre et d'un territoire à l'autre. Ok. Super, merci beaucoup Aude. On va peut-être du coup passer aux échanges. On est parfaitement dans les temps, c'est super. On peut peut-être prendre comme première question la question qui est dans la conversation. Nina, je peux te laisser la Oui, lire. donc c'est Ladislas qui a demandé, donc si on pousse le privé à être plus impliqué sur la diversité, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces écoles prennent les meilleurs éléments des quartiers difficiles, laissant les établissements REP, REP+, dans de pires conditions? Mais déjà, ce qu'il faudrait, ce serait avoir un contrôle sur ces établissements privés. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle sur comment les critères d'acceptation des établissements privés. J'ai quelques collègues qui travaillent sur la discrimination qui ont pu mettre en avant que, par exemple, il y avait de la discrimination raciale. Il n'y a aucun contrôle sur les critères d'accepter ou pas. Donc, en effet, à partir du moment où il y a l'État qui finance, quand même, en France, l'État finance le privé, donc il devrait avoir la possibilité de contrôler pour qu'en effet, il ne se passe pas ça, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les meilleurs éléments ou qu'il y ait une part d'enfants de milieux populaires qui soient dans ces établissements, en tout cas qu'il y ait un équilibrage qui se fasse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun contrôle, c'est très opaque les critères d'admission dans les établissements privés, dans les collèges privés et les établissements, les écoles élémentaires également. Je vous invite sur ce sujet-là, je vous invite à lire les excellents travaux de Youssef Souidi qui a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps là-dessus. Est-ce que tu peux, je vais le mettre dans la conversation. Youssef Souidi, est-ce que tu peux me donner le nom de l'ouvrage? Je vais le retrouver. On pourra l'envoyer dans un petit mail de suite aux participants du webinaire. T'inquiète pas, Aude. Ouais, c'est pas grave. Chercher dans ma bibliothèque, mais non, j'ai plus trop. Ouais, je me rappelle. On l'enverra par la suite, pas de problème. Ah, super, merci la personne qui l'a partagé. Youssef Souidi, la ségrégation scolaire, c'est dans la conversation. Super. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas à activer votre micro pour les poser directement. Ça peut être des questions à Aude, ça peut être des questions à Nina et moi sur plutôt l'association. Oui, bonjour, j'ai une question. Je m'appelle Maïwen Walter, je travaille dans une agence d'architecture à Rennes où l'association n'a pas d'antenne. Et en fait, on est dans un secteur où les stagiaires de troisième qui arrivent jusqu'à nous sont souvent des enfants du réseau, en fait, de promoteurs, de constructeurs. Et on aimerait vraiment pouvoir accueillir des stagiaires qui viennent de REP et qui ne pensent pas forcément à faire un stage en agence d'architecture. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des conseils à nous donner pour comment on peut faire quand il n'y a pas d'antenne dans notre ville. Merci beaucoup pour cette question. Je peux essayer d'y répondre un peu partiellement. Après, Nina, n'hésite pas à compléter. Déjà, merci beaucoup parce que ça fait plaisir à entendre d'avoir des professionnels qui sont engagés d'eux-mêmes pour cette question d'égalité d'accès au stage. Alors, je ne sais pas si vous êtes si vous êtes déjà familière avec la plateforme Viens voir mon taf. En fait, notre mise en lien entre les élèves d'éducation prioritaire et les professionnels passe par un site, passe par notre plateforme de stage. Cette plateforme, elle est aujourd'hui accessible à tous les élèves qui sont scolarisés en REP et REP+, donc ils peuvent s'y inscrire et voir les offres qui sont accessibles sur leur territoire. Donc, si des élèves de Rennes s'inscrivent et voient votre offre de stage, ils pourront y candidater directement. Et la difficulté, effectivement, c'est que les collèges n'ont pas forcément la connaissance de notre plateforme. Néanmoins, notre plateforme, elle agit en miroir avec la plateforme Mon Stage de troisième,
qui est un site national qui a été mis en place par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et donc, pour le coup, les collégiens ont un petit peu plus connaissance de cette plateforme-là et donc pourront potentiellement avoir accès à votre offre. Ok, d'accord. Oui, en fait, c'est juste que comme il n'y a pas d'antenne, il ne peut pas y avoir d'accompagnement particulier, c'est ça? Exactement, on n'aura pas de partenariat avec les collèges qui permettent un accompagnement individuel des élèves, mais néanmoins, l'accès aux stages, elle est quand même possible, par cet outil et notre ambition à terme, c'est qu'il puisse y avoir des stages partout en France par la plateforme sans qu'on ait besoin d'être là, grâce à des professionnels engagés donc voilà, c'est un premier pas, c'est déjà de publier cette offre pour donner envie aux élèves de s'inscrire. Eh ben super, on va faire ça. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un super projet. Juliette, si je peux me permettre, c'est Anne de la société HPE de Bien compléter ta réponse. On s'est posé la question, nous on est à la fois sur la ville de Grenoble et sur la ville de Puteaux à la Défense. Et pour Grenoble, et ben, en fait, j'ai pu télécharger sur Internet une liste des collèges situés en REP et contacter des collèges et tous ne connaissaient pas Viens voir mon taf. Du coup, ben, j'ai fait un peu relation commerciale pour Viens voir mon taf. Et c'est l'occasion, voilà, d'en parler un peu au collège et de les orienter pour aider justement les jeunes des REP parce que parfois les collèges sont eux-mêmes tellement débordés qu'ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les offres qui existent. En fait, c'est ce dont je me suis rendu compte en contactant tous les collèges de Grenoble. Enfin, je dis tous les collèges, j'en ai contacté une vingtaine à peu près. Donc, voilà. Une centaine? Une vingtaine. Non, il n'y a Ah, pas j'ai eu 100 peur. collèges à Grenoble. Bah, non, il n'y a pas 100 collèges à Grenoble, non. Je te confirme. Donc voilà, petit complément de réponse. C'est vrai que ce que vous dites, c'est qu'en fait, comme il n'y a personne de dédié au sein du collège, bon, on le voit avec Viens voir mon taf, quand quelqu'un qui est dans le collège, il a un taf presque à plein temps, quoi. Donc, et quand il n'y a personne dédié, bah, il n'y a pas d'interlocuteur. Alors, moi, j'ai vu beaucoup le CPE qui, au moment d'organiser la semaine des métiers au Murau à Chanteloup-les-Vignes, essayait désespérément d'avoir un cabinet d'architecte ou d'avoir quelqu'un qui vient présenter. Parce que dans les établissements où il y a une mixité sociale, bah, on envoie un courrier à tous les parents. Et puis, il y a bien une quarantaine de parents qui sont présents. Et hop, c'est bon, le forum des métiers, il est là. Dans d'autres établissements, bah, comme c'est pas possible de le faire avec les parents, c'est le CPE ou un des profs un peu engagés qui va de lui-même sur son temps perso ou entre deux essayer d'appeler. Alors des fois des contacts perso, mais comme l'homogamie sociale fait que souvent les profs sont eux-mêmes avec des profs, leurs potes sont aussi profs. Et puis des fois, ils ont été balancés ils viennent de Grenoble, mais ils ont été balancés à Chanteloup-les-Vignes. Ils ne connaissent pas grand monde à Chanteloup-les-Vignes. C'est ça la réalité. Et donc, ils cherchent un peu à tâtons. Donc, c'est vrai que je trouve que d'envoyer de se montrer à l'établissement en envoyant un courrier, un mail ou quoi, je trouve que c'est une super idée. Après, faut pas vous étonner si vous n'avez pas de retour, parce qu'en effet, s'il n'y a pas de personne qui centralise, qui organise, et si votre mail n'arrive pas à cette personne-là, malheureusement, des fois, il n'y a rien qui se fait parce que il y a pas parce que c'est pas délégué à quelqu'un, alors que c'est pas délégué à quelqu'un. Et souvent, c'est en fait, soit ça a été pensé et donc il y a quelqu'un qui à un moment le fait, mais si cette personne part, bah, ça peut s'arrêter assez rapidement. Oui, mais je pense qu'on ne s'arrêtera pas si on voit que ça ne prend pas, on essaiera de trouver d'autres chemins pour y arriver, ça nous tient vraiment à cœur. Super. Nous, on adore entendre ça. Je peux Oui. peut-être répondre à la question de Christine. On a en effet un matériel de communication, on a un kit de communication qu'on pourra peut-être vous envoyer en fait à la suite du webinaire, voilà, avec des éléments de communication sur voilà, notre association, comment est-ce qu'on fonctionne. On a également des documents qu'on peut vous transmettre pour en effet prendre l'exemple de Anne, peut-être être ambassadrice de l'association. Nous, c'est vraiment très précieux parce que l'objectif, c'est de voilà, permettre à toujours plus de jeunes de l'éducation prioritaire d'avoir accès à des chouettes stages. Donc, et ça se fait aussi par le bouche à oreille, beaucoup. Complètement.
Alors, il y avait une question de Anne concernant l'accompagnement de Viens voir mon taf en collège. Comment intervenez-vous dans les collèges? Combien d'élèves prenez-vous en charge, etc. Alors, je ne sais pas si, Juliette, tu veux répondre peut-être un peu mieux à l'accompagnement des collèges, comme tu le fais toi-même. Oui. Comment on intervient dans les collèges? Alors, on cible des collèges qui vont être nos partenaires, avec qui on signe une convention de partenariat, hein, d'ailleurs, puisque n'importe qui ne peut pas intervenir dans un établissement scolaire. Il faut avoir une convention avec l'établissement. Ces collèges, ils sont ciblés de différentes manières. C'est souvent, des collèges qui nous sollicitent. Il faut savoir on est toujours sollicité par plus de collèges auxquels on n'arrive pas toujours à répondre. Mais une fois qu'on a commencé ce partenariat, on est en lien avec l'équipe éducative, avec la direction. Le but, c'est vraiment d'embarquer dans le projet les professeurs principaux qui sont au quotidien avec les élèves sur l'accompagnement au stage notamment. Et on programme un programme d'ateliers de la fin de la 4e jusqu'à après le stage de 3e. Donc là, c'est des ateliers qui sont des ateliers d'1 heure auprès de toute une classe. Sur des sujets comme la découverte des métiers, sur comment on fait une candidature, sur comment je fais concrètement pour aller sur un lieu de stage et demander à ce qu'on me prenne en stage, sur comment je prépare ma semaine de stage, etc. Pour vraiment donner tous les outils possibles aux élèves pour décrocher leur stage et faire en sorte que la semaine se passe au mieux. Et ensuite, on a aussi un accompagnement plus individuel des élèves une fois qu'on a établi un lien par le collège et également avec tous les élèves qui sont inscrits sur la plateforme de Viens voir mon taf, dans la mesure du possible. Un accompagnement individuel qui va se traduire par des échanges SMS, téléphone, en dehors des heures de cours. Sur le combien d'élèves on prend en charge, Nina, si tu as un élément de réponse précis, un petit peu plus précis que ce que moi j'ai en tête. Sur le nombre d'élèves accompagnés au sein des collèges? Ouais. Alors, ça dépend de l'antenne de Viens voir mon taf. Ça dépend aussi du niveau de partenariat qu'on a avec les collèges. Mais en tout cas, en général, on accompagne une cohorte de 3e au sein d'un collège en fonction des collèges avec lesquels on a des partenariats selon des critères